Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Aujourd'hui, nous accueillons Flore Chéry, qui est journaliste, qui est auteure de textes érotiques. Elle est aussi chroniqueuse radio. Elle est spécialisée sur les rapports hommes-femmes. Flore, est-ce qu'on peut dire que tu es aussi responsable du pôle digital du magazine Union depuis 2015? On peut le dire, oui, oui. Et aujourd'hui, on va parler de son 6e livre qui s'intitule L'écriture érotique, roman, lettres, SMS, blog, toutes les clés pour exprimer le désir. Alors, bonjour Flore, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que les spectateurs qui nous regardent, ils veulent apprendre à mieux écrire, généralement à écrire pour vendre, mais il y a un point commun entre le copywriting et l'écriture érotique, et tu en parles très bien, exprimer le désir, susciter le désir, provoquer une réaction chez celui qui lit ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as écrit ce livre? Moi, ça fait un petit moment que je traîne dans le milieu de la littérature érotique, non seulement parce que j'organise depuis 5 ans déjà des ateliers d'écriture érotique, mais aussi parce que j'organise depuis 4 ans le salon de la littérature érotique et que je dois, dans le cadre de mon travail, écrire beaucoup de nouvelles érotiques et relire beaucoup de manuscrits. Donc, en fait, au bout d'un moment, on voit un petit peu ce qui fonctionne et on voit un petit peu ce qui ne fonctionne pas. On voit les erreurs. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que j'écrive un petit livre synthétique de tout ça pour que les gens arrêtent de se planter, parce que c'est toujours à peu près les mêmes erreurs qui reviennent. Et les clés, tout le monde les a pas forcément. Et au final, avec un petit peu d'expérience, on arrive à les avoir et on arrive à progresser beaucoup plus rapidement. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce livre. D'accord. Alors, ma question du coup, est-ce que les Français, ils sont mauvais en écriture érotique? Est-ce que ce que tu reçois, c'est quoi? C'est pas au niveau? Ça pourrait être mieux? Qu'est-ce que tu trouves à y redire? Comment on devient experte dans l'écriture érotique? Alors, pour répondre à ta première question, donc, est-ce que les Français sont nuls ou pas en écriture érotique? D'abord que la langue française est une des langues les plus difficiles à apprendre d'Europe, en tout cas, parce qu'on a beaucoup de faux amis, on a beaucoup d'exceptions, on a des déclinaisons, on a le là, une littérature genrée. Et donc, c'est très difficile, parfois, même pour des Français, d'écrire sans faute d'orthographe. Et il y a une forme de culpabilité très française de ne pas vouloir écrire si on écrit mal ou si on écrit avec des fautes. Donc déjà, il y a une première censure qui est celle-là. La deuxième censure, c'est celle spécifiquement de l'érotisme, c'est-à-dire que même si on sait écrire, il y a plein d'écrivains qui savent très très bien écrire, personne ne veut toucher à l'érotisme. Pourquoi? Parce que c'est un genre qui est considéré comme sale ou dégradant ou un sous-genre, et que c'est pas noble d'écrire là-dessus plutôt que d'écrire un roman policier ou un roman de science-fiction. D'accord. Donc c'est pas que les gens sont nuls, c'est qu'au final, si tu enlèves tous ceux qui sont complexés par leur écriture et tous ceux qui savent bien écrire mais qui n'ont pas envie d'écrire de l'érotisme, bah, il reste plus grand monde. Il reste ceux qui utilisent l'écriture érotique, pas parce qu'ils sont forcément écrivains, mais parce que ils ont envie d'écrire un peu une sorte de journal intime et de le publier, et que c'est pas forcément intéressant pour le lecteur. Et oui, c'est souvent beaucoup de ce que je retrouve, des gens qui se questionnent plus sur leur sexualité, qui se retrouvent à écrire, plutôt que de gens qui ont vraiment une envie d'écriture et pourquoi pas de l'érotisme. D'accord. Est-ce que le fait qu'il ne se lance pas dans l'écriture érotique, ce serait peut-être lié au fait que le marché est plutôt restreint? Imagine quelqu'un qui se met dans l'écriture, il se dit peut-être j'ai plus de chances de percer avec un bon policier ou avec une histoire d'amour qu'avec un roman érotique? Oui, ça c'est vrai. Il y a un deuxième facteur, bien évidemment, qui est celui de la distribution. Quand on sort un livre de littérature érotique, c'est beaucoup plus difficile d'être en tête de gondole à la Fnac, par exemple, que lorsqu'on sort évidemment un livre d'aventure ou un livre de science-fiction ou une BD classique, où là on peut avoir une belle exposition. En fait, il faut savoir que
dans tout ce qui concerne le marché du sexe de façon générale, on est toujours sur une distribution un petit peu alternative. C'est-à-dire, par exemple, à la FNAC, on va être sur les rayonnages les plus hauts, loin des enfants. On ne va pas forcément être dans les recommandations Amazon directement, parce qu'il ne faut pas que les enfants tombent dessus. Souvent, c'est pour de la protection des mineurs. Bien sûr. Ces histoires de canaux un petit peu différents. Et oui, c'est toujours des petits, il faut toujours un peu biaiser. Il y a des mots-clés qui sont, par exemple, si on appelle son livre porno, Ma vie dans le porno, on a un pourcentage de chance d'être déréférencé par Google. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le livre est porno et donc ils va le mettre complètement dans ses dernières pages et personne ne tombera jamais dessus. Bien sûr, même dans les envois de mail, j'imagine, quand tu dis ça, tu vas déréférencé par Google. Même dans les mails, bien sûr, il y a des mots-clés qui sont interdits dans tes mails. Donc, si ton nom de livre est interdit dans les mots-clés de mail, c'est compliqué. Donc, ouais, c'est compliqué. Puis, c'est compliqué de trouver des médias après qui veulent en parler, qui acceptent d'en parler. Donc, c'est pareil, il y a des médias un petit peu alternatifs qui acceptent de parler de sexe, mais pas tous. Alors, il y a une ouverture de la part des médias sur la littérature érotique de plus en plus s'ouvre même au monde de la sexualité, mais c'est un petit peu récent. Mais en tout cas, c'est pas un marché qui a été extrêmement bien développé par rapport à d'autres industries du livre qui fonctionnent bien. Nous, c'est un secteur qui change doucement. D'accord. Mais oui, sur lequel tu peux pas faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et je comprends que des auteurs qui savent écrire se disent il y a des moyens un petit peu plus simple de se faire connaître et d'en faire son métier. Dans l'érotisme, c'est compliqué. D'accord, ok. Alors, tu parles d'écriture, parce qu'on est vraiment là justement pour parler d'écriture. Je voulais parler avec toi de la structure. Toi, à force d'en lire, à force d'en corriger, à force d'en écrire, tu comprends qu'il y a un peu une structure qu'il faut suivre. Est-ce que c'est un peu comme des gammes pour quelqu'un qui apprendrait le piano? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous parler un peu des bases de l'écriture érotique? Comment on s'y met? Qu'est-ce qu'on doit respecter au début? Ouais, alors il y a un truc par exemple qu'on doit vraiment respecter au début. Donc ce qui est important dans l'écriture érotique, évidemment, c'est la scène de sexe. Et certains peuvent avoir tendance à l'écrire de façon séquentielle, c'est-à-dire je l'ai vu, je l'ai embrassé, je l'ai déshabillé, j'ai sorti un préservatif, je l'ai pénétré, etc. Une sorte de suite d'actions. Et en fait, pour une bonne écriture érotique, il faut souvent varier, il faut déjà mettre le temps du récit en mode pause, c'est-à-dire que le temps qu'on écrit est plus long que le temps de l'action. Et après, il faut varier entre trois choses. La première, c'est la description physique. Donc, il faut raconter clairement ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a un sexe? Est-ce que masculin, féminin, des poils, des muscles? Qu'est-ce qu'on voit? La deuxième, c'est la description sensuelle. Donc là, on plonge la scène un peu dans le noir. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a du plaisir? Est-ce qu'on ressent de l'ennui? Est-ce qu'on ressent du chaud, du froid, du doux, de la contraction musculaire? Voilà, jouer là-dessus. Donc la description sensuelle, très important. Et la troisième chose, c'est je parle de description émotionnelle, mais c'est tout l'enjeu émotionnel de la scène. Donc, qu'est-ce qu'on vit introspectivement, le narrateur en tout cas. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la curiosité? Voilà, il y a tout un panel d'émotions sur lequel on peut jouer. Et il faut vraiment, vraiment pas oublier ces trois façons d'angler la scène de sexe pour qu'elle soit assez complète et assez dense et assez excitante au final. D'accord. Alors, tu parles d'excitation. Et là, j'ai une question du coup, parce que nous autres copywriters, quand on écrit, on imagine pour qui on écrit. Est-ce que dans la littérature érotique, on imagine écrire pour une femme, pour un homme? Dans quelles conditions mentales tu te mets? Qui est-ce que tu vises? Ou est-ce que tu vises quelqu'un ou est-ce que tu écris pour te faire plaisir? Mais ça, je pense que si tu me parles de copywriter, c'est comme dans tout le travail de copywriter, c'est à qui on s'adresse. Donc, en fait, ça dépend totalement. Si tu es sur un blog féminin, bah, tu vas t'adresser à des femmes. Donc, tu vas te renseigner sur les fantasmes féminins. Si tu écris, par exemple, dans le magazine Union, nous, on s'adresse plus à des hommes, mais en plus à des hommes assez âgés. Donc, c'est des fantasmes assez
particuliers qui sont très hétérosexuels. On va jouer sur l'adultère, ce genre de choses. Mais ça ne marchera pas forcément sur une femme qui a peut-être besoin de plus de soumission féminine. Donc, en fait, ça dépend vraiment de à qui tu t'adresses. Si tu es vraiment dans une logique de copywriting, c'est-à-dire d'exciter le plus grand nombre de ton lectorat pour lequel tu écris, moi je préconise de ne pas forcément parler de ses fantasmes et pas forcément parler pas forcément d'écrire pour soi, mais vraiment d'écrire pour l'autre, parce que c'est ce qu'on te demande. Maintenant, si tu veux sortir un livre et tu as des choses à dire qui te concernent toi, sur ta sexualité, et que tu as envie que ça sorte, oui, bah, il faut écrire pour soi. Maintenant, si c'est de la commande, bah, a priori, non, il vaut mieux s'intéresser au lecteur que tu as derrière toi. Qui est-ce que c'est? Quels sont ses fantasmes? Sur quoi je vais appuyer? Et après, on y va. Ok. Est-ce que toi, tu as des petites routines d'écriture? Est-ce que tu as tes habitudes? Est-ce que tu travailles à heure fixe? Est-ce que tu écris sur un carnet, ensuite tu recopies sur un clavier? Tu sais, ça, c'est un peu le fantasme de, oui, on écrit sur un carnet avec une plume. À mon avis, c'est pas très 21e siècle. Comment tu fonctionnes, toi? Moi, comme c'est un travail souvent quand j'écris de la littérature érotique, évidemment, il faut que je fasse vite, donc il faut que je me mette devant un écran d'ordinateur. Et donc, j'ai pas le temps d'écrire à la main sur un carnet. Ça, je le fais quand je suis dans le métro et que j'ai pas accès à Internet, on va dire. Mais sinon, non, je travaille dans une entreprise avec mes heures de boulot, donc je suis là le matin, j'écris n'importe quand d'ailleurs. Parfois, il faut que je rentre des trucs, donc ça va me prendre mon samedi soir, mon dimanche soir. En fait, moi, j'ai vraiment un rapport très travail avec l'écriture érotique. Je comprends que ce ne soit pas le cas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le mien. Après, il y a plein d'autres façons d'écrire de la littérature érotique que de l'écrire sous contrainte, sous pression, dans le cadre du travail, dans un bureau en open space. Je pense, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'écris. D'accord. Et alors, pour revenir sur le marché, qui consomme plus, qui lit plus de littérature érotique? Plutôt les hommes, plutôt les femmes? Tu connais un peu ces distinctions-là? Tu me disais sur Union, c'est plutôt masculin. Mais c'est plutôt les hommes de façon générale. Les femmes vont consommer ce qu'on va appeler de la new romance. Donc, il y a de l'érotisme dans de la new romance, mais c'est souvent une histoire d'amour. Et derrière, il y a quelques scènes érotiques. Ce qu'on va vraiment appeler la littérature érotique, c'est-à-dire une littérature sans code. Parce que la new romance est très codifiée pour les femmes. Sans code et où l'élément narratif qui fait avancer l'histoire, c'est le sexe. Là, pour le coup, non, on a une littérature qui est plus lue par les hommes, quand bien même on dirait ah oui, mais les femmes sont dans leur imaginaire. Non, les hommes aussi consomment énormément de littérature érotique. D'accord. J'ai un dernier élément à voir avec toi qui m'a frappé vraiment, qui m'a interrogé. La couverture, cette couleur-là, j'imaginais pas au moment où j'ai vu ton livre. Donc, je vois l'écriture érotique, roman, lettres, SMS, blog, toutes les clés pour exprimer le désir. Dans ma tête, instinctivement, je m'imagine qu'il y a des codes et je visualise un peu une couverture de travail peut-être au début comme une couverture de 50 Shades of Grey, tu vois, des codes couleurs plutôt noirs, plutôt en rouge et noir, tu vois, la Jeanne Masse à l'ancienne. Et là, toi, tu arrives avec des couleurs ultra péchues, du orange, une plume rose. Comment tu expliques ça? Raconte-moi. Moi, je t'avoue que ça fait très développement personnel, tu vois, ça fait très énergie. Oui, parce qu'en fait, donc ça a été des discussions avec ma maison d'édition qui s'appelle La Mézardine, qui, comme c'est un livre de commande plus ou moins, c'est pas forcément moi qui ai proposé un manuscrit et qui a été validé. La maison d'édition est plus à même, c'est une discussion qui s'engage à deux, en tout cas, de savoir quelle est la bonne couverture. Et en effet, dans les propositions, il y avait une couverture type 50 nuances de Grey. Dans les codes que l'on connaît, avec des lettrines très anciennes, très passéistes. Bon, il y avait ce truc de jouer là-dessus, jouer sur ces codes qu'on connaît, ou alors d'être sur un format plus pop, plus jeune, plus coloré. Et moi, ça me correspondait. Moi, je me retrouvais mieux dans cette couverture que je trouvais plus attirante au final, parce que plus jeune, plus moderne. Et quelque part, ça rejoint, moi, mon envie
changer les codes de la littérature érotique et de sortir de ce truc un peu rouge, noir, velours, Ouais, bien sûr. boudoir, avec sa plume, de voir l'écrivain avec sa longue plume qui écrit. J'ai aucun problème avec ces codes-là, mais si on reste bloqué là-dessus, en fait, on refuse quelque part une sorte d'écriture érotique accessible, moderne, écrite par des jeunes. Donc, moi, c'est là-dessus que je me bats. En fait, même dans mes visuels pour le Salon de la littérature érotique, c'est très pop, c'est très coloré. On est très loin des vieilles plumes et des encriers et je sais pas, des masques, des machins. Enfin, je sors complètement de ces codes-là, qui sont un peu des codes libertins, en fait, quelque part. D'accord, ok. Et je propose un visuel pop, jeune, avec des dessins, rien à voir avec ce qu'on peut s'attendre de la littérature érotique, parce que j'ai vraiment envie de lui donner une autre image, tout Bien simplement. sûr. D'accord, ok. Et alors, du coup, dernier point marketing auquel je pensais, là, en termes de timing, parce que bon, il faut quand même l'expliquer aux spectateurs qui verraient cette vidéo d'ici 6 mois ou un an. On est en plein confinement à Paris, on peut pas sortir de chez nous. En termes de timing, ça sort plutôt bien. Là, je lis beaucoup d'articles sur tous les couples qui sont à distance et du coup, bah, ils peuvent pas faire grand-chose. Est-ce que l'écriture érotique, ça va sauver les couples en confinement? Ouais, j'ai beaucoup de médias en tout cas qui me posent des questions à ce sujet. Donc c'est vrai qu'en termes de, tu me posais la question de la date de sortie. C'est vrai que avec la période de confinement qui arrive, il y a beaucoup de médias qui se sont du coup tourner vers moi parce qu'ils veulent faire des articles sur les sextos ou des Bien lettres sûr. érotiques ou des correspondances érotiques. Donc évidemment, je tombe en plein dedans, donc c'est l'idéal. Et je pense que ça peut être une vraie activité dans ces périodes où on cherche ce qu'on peut faire à la maison et développer de nouvelles capacités. Là, pour le coup, je tombe pile dedans. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est entre guillemets, même si c'est assez triste ce qui nous arrive en ce moment, c'est le bon aspect. Voilà, si j'arrive à profiter de cette période de confinement pour faire développer des talents d'écrivain érotique chez certains, ça serait top. Bon, ce serait au moins ça de gagner. Et Imagine, c'est ça. sinon, oui, pardon? Non, non, j'étais en train de me dire, imagine, on sort de là et la France gagne 200 écrivains érotiques, tout le monde Mais se fait oui, publier, un peut-être. nouveau genre qui émerge. Ce serait complètement fou. Mais oui, oui, oui. J'imagine bien à la maison des ateliers, le papa et la maman en train d'apprendre à leurs adolescents. Bon, je sais que tu as envie de Non, ça sortir, c'est bizarre. je sais que tu es travaillé par tes hormones et que tu veux envoyer des sextos, mais ne fais pas ces erreurs. Lis d'abord l'écriture érotique. Non, ça va pas être facile. Ah tiens, d'ailleurs, est-ce que toi, tu aurais des modèles à recommander, des auteurs que tu aimes bien? Parce que très souvent, pour apprendre à écrire, on recommande d'abord de lire beaucoup et de s'inspirer, de recopier des passages, de comprendre comment les structures sont faites. Qui est-ce que tu recommanderais? Si je devais recommander des auteurs de littérature érotique, il y en a une qui, d'un point de vue marketing, fonctionne très bien. Elle s'appelle Octavie Delvaux actuellement. Je vais parler que de littérature contemporaine parce que c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord. Euh, et parce qu'elle a recopié un peu, elle s'est inspirée les codes de la chick lit, donc de la littérature pour femmes, mais elle se les est vraiment appropriées, elle les a détournées et elle en fait des chouettes histoires de sexe, un petit peu loufoque, mais elle écrit très bien et c'est très drôle et c'est très enlevé, c'est très joyeux. Donc ces livres fonctionnent très 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 bien. Donc Octavie Delvaux, pour moi, c'est D'accord. celle qui fournit les meilleurs produits. Anne Bassivière, pour moi, c'est une qui a la meilleure actuellement plume. C'est-à-dire qu'elle a vraiment fait l'effort de changer lexical en fonction de son narrateur. Elle a plusieurs narrateurs différents et chacun parle de sexe de façon différente, voit le sexe de façon différente. Et je trouve que c'est un exercice qui est très difficile à faire en Ouais, littérature bien érotique. sûr. On a l'impression qu'on répète toujours les mêmes mots, qu'on dit toujours la même chose. Elle s'est dit non, non, mais moi, je vais faire l'effort de changer ma narration en fonction de mon narrateur et ça marche super bien, c'est hyper réaliste et c'est assez fort, c'est une vraie prouesse d'écriture. Et sinon une autre et ça c'est ce que je conseille aussi à faire en littérature érotique, c'est vraiment de travailler un fantasme et je pense notamment à Eva Deland qui a très très bien cerné le fantasme parce qu'elle le vit aussi, ça a fait écho à sa vie personnelle, mais de la soumission féminine et qui va sortir beaucoup de livres dessus et qui va devenir emblématique en tout cas de ce fantasme et faire écho à toutes les femmes qui ont aussi ce
fantasmes et leur écrire des livres et leur parler régulièrement. Et ça, c'est très, très bien aussi. De faire en sorte que les gens ne se sentent pas seuls face à leurs fantasmes. Donc ça peut être aussi le travail d'un écrivain de littérature érotique. Typiquement, Eva Deland s'est spécialisée dans la soumission féminine, mais on peut imaginer plein d'autres fantasmes différents et plein d'autres auteurs qui se spécialisent dans des fantasmes. D'accord, ok. Est-ce que, avant qu'on termine cette interview, tu aurais un dernier conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer mais qui n'osent pas? En fait, on n'est pas obligé de... En fait, si les gens n'osent pas, c'est souvent qu'ils ont peur du regard des gens. Mais on n'est pas obligé d'écrire pour les gens dans un premier temps. On peut écrire pour soi. Et après, de se faire relire par une personne de confiance, tout simplement. Une personne bienveillante. Enfin, pas de confiance, une personne juste bienveillante qui va avoir un regard bienveillant. Et souvent, les gens n'osent pas, mais parce ils veulent faire parfait dès la première fois, mais c'est pas possible en fait de faire parfait dès la première fois. Personne ne fait un truc formidable dès le premier jet. C'est un long exercice d'apprentissage, donc il faut le faire plein de fois. Il faut réécrire, réécrire, réécrire. Avoir des personnes bienveillantes qui vont vous dire ça c'est pas très intéressant parce que là c'est un petit peu long, là c'est un petit peu, là t'as fait des répétitions, etc., etc. Et recommencer, 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 jusqu'à ce que ça commence à devenir intéressant. Bien sûr. Et alors, ce qui est bien avec ce conseil, c'est qu'on peut exactement l'adapter à tous les écrivains, à tous les copywriters, parce qu'il n'y a jamais rien qui est parfait du premier coup. Il va falloir toujours retravailler, toujours réécrire, couper et avoir des gens, oui, qui puissent vous relire. Ça aide toujours. Flore Chéri, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je rappelle donc votre livre qui vient de sortir, L'écriture érotique, roman, lettres, SMS, blog, toutes les clés pour exprimer le désir. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de détails dedans, il y a tous les... Attends que je retrouve le passage, j'aimais beaucoup tout ce qui était... Alors, il y a des exercices d'entraînement à la fin, il y a énormément d'exercices, c'est vraiment un guide pratique. Vous pouvez... alors voilà, et c'est ça, pensez au brouillon, tout ce qui est vraiment sur le style. Pensez au brouillon, vous parlez des relecteurs, vous parlez de la calligraphie, le stylo et le papier, ça compte. Enfin, il y a vraiment plein de points. Moi, j'ai voulu discuter de ça avec vous parce que c'était vraiment très, très lié à tout ce que vivent les copywriters et toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre en général, qui veulent susciter un désir chez le lecteur, chez le spectateur. C'est vraiment parfait. C'est connexe. C'est pas complètement notre problématique, mais c'est vraiment connexe et ça peut surtout vous aider aussi dans votre vie privée. Donc, vous retrouvez le livre de Flore Chéri partout, j'imagine, Fnac, Amazon, en ligne. Oui, Fnac, Amazon, tout ce qui est en ligne actuellement. C'est ça, je mettrai le lien sous la vidéo. Merci Flore d'avoir été avec nous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de copywriting sur la chaîne Les mots magiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un pouce en l'air, ça nous fera très plaisir pour cette belle interview qu'on a faite avec Flore. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement Copywriting Cash, les 10 secrets du copywriting. Il se trouvera aussi sous la vidéo. Merci à tous et n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.